Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue donc à cette 22e épisode de cette balado SFTV. Mon nom est Olivier Turcotte et ma compagnie, comme à l'habitude, donc j'ai mes trois acolytes, Luc Carbonneau, Pierre-Luc Dallaire et Éric Gaudreau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bien, Salut. bonsoir Olivier. Donc, sujet un peu, je dirais une semaine un peu moins chargée que d'habitude, donc on va se faire un petit trivia en plus en milieu d'émission. C'est Luc qui va l'animer cette fois-ci. Par contre, je dis moins chargé, mais Formule 1, il y a deux sujets qui vont être relativement intéressants. Pour commencer, on va y aller avec le plus simple si on veut. Haas aurait décidé ses pilotes. Mick Schumacher, aucune surprise. Le deuxième nom, par contre, Nicolas Mazepin. Qui? Excusez, je vais peut-être être méchant, là, mais... Nikita Mazepin, excusez-moi. Sixième présentement en Formule 2. Ah. Genre, s'il finit pas sixième, il a pas sa super licence. On veut savoir c'est Fils quoi le de 5 de multi- dollars au bout. Ouais, c'est ça. Il y a 9-0 au bout du compte Aïe, de banque aïe, de son aïe. père. Ouais. Attends, ok, Nikita Ok, t'es sûr t'as pas mal appelé Sergei Sirotkin, toi? Ah non, il est plus son père est plus riche que Sergei Sirotkin. Ok, ça répond à ma question. C'est un oligarque russe, là. Je veux dire, on parle vraiment, on est proche de Poutine. Plus proche que Trump l'a jamais été de Poutine. Puis on sait qu'on est proche de son côté, là. Donc, ça vous donne une idée à quel point on est dans une situation assez particulière de ce côté-là. Par contre, si il finit pas sixième au classement, et il y a des chances que ça arrive, il reste encore 4 courses du côté du Portimao des Sables, ça va être plus compliqué à... La F2, là, il en reste juste deux, non? c'est 2 courses avec une feature et une sprint. Ouais, t'as dit 4. C'est pour ça. Donc, 4 courses, donc 2 features plus 2 mains, ça fait 4. Ils font l'Oval? Oui, Je pense pas. oui. Je pense qu'Eric est tout aussi surpris que. Oui. Plus surpris que Oui, j'allais vérifier tout à l'heure juste pour être 100% sûr. Je trouvais ça un peu douteux moi-même. Puis- F2 font l'Oval. Oui. Oh. Donc, Ils n'ont pas fait Portimao, mais ils font Portimao. pas Portimao des Sables. Oh oui. Non. Mais pour ceux qui sont surpris là, de la décision de Haas là, d'aller chercher ce deuxième pilote, que vous voyez, il m'a tellement pas marqué que je ne me rappelle même plus déjà de son nom de famille. Demandez-vous, on a pu à se poser la question en 2020. Soit le pilote a vraiment d'affaires là, soit il y a de l'argent en arrière. Donc, Ben, ils ont tous d'affaires c'est là. ça. Ils ont tous d'affaires là, Pierre-Luc, parce qu'ils ont besoin d'une super licence. Donc, la super licence va démontrer justement qu'on a un certain talent. Il faut accumuler 30 points sur 3 saisons pour être capable de participer. C'est Tout à pas fait si d'accord. haut que ça là, à chercher, mais Tout à fait faut d'accord. l'atteindre. Et 40 Mais- points, excusez-moi, sur 3 mais il y saisons. a d'autres pilotes derrière. Ben, en fait, il y a d'autres pilotes devant. Il y a d'autres pilotes derrière lui, il y a des pilotes devant plutôt. Oui, par contre, mériterait Haas d'avoir une a place. besoin d'argent énormément. Et voilà. Je suis Donc, pas ça sûr, reste que- je suis pas sûr que Perez, malheureusement, peut apporter assez d'argent pour ça, mais d'un autre côté, si Mazepin ne réussit pas à aller chercher ses points nécessaires, je sais, 4 DNF, on n'est pas qualifié, là. On n'a pas la super licence. Perez a pas assez d'argent. Oui, oui, c'est ça que je dis. Je pense que Haas a besoin de tellement d'argent présentement que même Perez peut pas en fournir assez. Ils ont juste à demander à Rich Energy s'il en veut de l'argent. Oh! Ouais, c'était pas très riche comme compagnie, ça. Et pas très riche comme commentaire non plus, ça, on va le confirmer là-dessus. Donc voilà, messieurs. Mais pour vrai, je vais avouer que j'ai été franchement étonné quand j'ai vu ça sur c'est f1planet.com qui a sorti cette information-là aujourd'hui. Donc, devrait être confirmé dans les prochains jours, normalement. Haas, on se rappellera, avait déjà annoncé justement qu'il n'y aurait pas les deux pilotes qu'ils ont présentement. Donc, c'était vraiment juste une confirmation de savoir qui allait participer. Maintenant, du côté de Sauber, du côté d'Alfa Romeo, je m'excuse. On va nommer les bons noms d'équipe maintenant. Le duo de pilotes qu'ils ont cette année revient l'année prochaine. C'est déjà confirmé du côté de Raikkonen que du côté de Giovinazzi. En fait, Giovinazzi, j'étais rentré d'oublier son nom tellement on le voit jamais dans le top 10. Là. Voilà. Je comprends pas pourquoi on l'a gardé encore à nouveau, mais je pense qu'on en a parlé il y a quelques semaines. Italien. Elle se limite à ça pas mal. Donc voilà. À part de ça, ben, il reste un siège à pourvoir pour l'instant. C'est vrai, j'avais oublié l'appartenance pour les pays et les écuries dans mes choix pour courir pour certaines écuries. Donc, il n'y a pas juste l'argent et le talent. Dans certains cas, il y a l'appartenance du pays en tant que tel, là, entre l'écurie et le pilote. Ouais, et comme je dis, il reste un siège pour l'instant pour voir, ça veut dire, messieurs.
Red Bull 2. Ça Et va se bousculer. les rumeurs envoyaient Sergio Perez, mais il y a d'autres rumeurs aussi qui ont été mis sur place plus tôt cette semaine, ou du moins, je vais citer l'endroit où j'ai trouvé ces informations-là. C'est notre bon ami David Land du côté de YouTube qui proposait une théorie là, des plus rocambolesques où est-ce qu'il y aurait 4 pilotes actuellement dans le cirque de la F1 qui feraient le saut à IndyCar l'an prochain. On parlerait de Kevin Magnussen, personne ne sait. Romain Grosjean, Logique. personne ne sait. Un certain Sergio Perez. Et là, j'ai été jeté par terre en voyant cela, un certain Jenson Button. Button, Et ça me Luc- sauvera pas tant. Et Luc m'a sorti un argument que je n'avais pas réfléchi à ce moment-là non plus. Luc, tu m'as confirmé que Button est rendu en Californie. Ben, monsieur vit en Californie avec madame qui a eu une carrière comme modèle. Euh, c'est ça, une carrière comme modèle. Hein. Fait que, Et ce n'est pas Non. OnlyFans, mesdames et messieurs. non, disons que ça n'existait pas dans son temps. Bref. Donc, c'est ça. Donc, Jenson Button, et vous me voyez patiner, vous voyez que je suis pas à l'aise partout avec la question que Rappo m'a lancée, que ça paraît. On the mais spot. c'est ça. Oui, effectivement. Donc, Jenson Button qui vit maintenant en Californie avec son beau petit-fils Hendrix. Alors, ça peut être une saison qui pourrait. En fait, ça pourrait être une explication qui amène Jenson Button en IndyCar. Est-ce que j'y crois personnellement? La réponse, c'est non. Je pense que Jenson Button, oubliez ça, a fait beaucoup d'années dans les 3 dernières années, principalement en classe tourisme. Il n'y aurait aucunement rien à prouver d'aller en IndyCar. Romain Grosjean, peut-être pour venir se consoler comme le meilleur secondaire français là, entre Sébastien Bourdet et lui-même au cours des 3 dernières décennies. Magnussen, ça serait logique, compte tenu que, bon, on se connaît ce qui est arrivé avec Marcus Ericsson également, qui est allé courir en IndyCar. Sergio Perez, oubliez ça, je ne concevoir pas que ce pilote-là ne sera pas en F1 l'an prochain. C'est impossible. Il considère Je l'année répète. sabbatique à la limite, donc. Il y a le talent aussi, là. Je veux dire, on l'a vu, Ouais. on va revenir dans quelques instants, on va vraiment parler du Grand Prix en Turquie, mais Perez, je le vois pas là en IndyCar l'année prochaine. Par contre, Button, je vais vous avouer, personnellement, c'est pas si dans le champ gauche que ça. Je rappelle un certain Fernando Alonso, qui a eu ses 2 dernières courses, dont un non qualifié sur les de l'Indy 500. Ok, c'est plutôt moyen. Par contre, il a démontré que l'IndyCar, c'est pour la Formule 1, les anciens pilotes de Formule 1, c'est pas tant de mauvaise idée et ça peut peut-être permettre à certains de pouvoir se démarquer, là. Moi, je vois le scénario. Là. Imaginez-vous. Je ris juste à y penser. Jenson Button fait les 500 000 d'Indianapolis et remporte les 500 000 d'Indianapolis. Ça va prendre un ballon ça. Oh! Je ris, mais c'est pas drôle. Comme quoi, Jenson Button pourrait dire j'ai pis à nouveau dans ton banc, mon cher Fernando. On veut des F dans le chat. c'est tout ce que ça mérite. Mais, oh mon Dieu. Honnêtement, sincèrement, ce que 2020 m'a appris, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Honnêtement, je vais dire, les possibilités sont faibles, mais je dis pas que c'est impossible. Vu comme ça, c'est tellement vrai. Oh là là. J'ai-tu hâte qu'on passe en 2021, moi? Ça paraît-tu? En fait, je pense qu'on est 7 milliards à avoir hâte de passer en 2021. Ouais, il y a 1 milliard là-dedans qui a pas hâte, ça a l'air, ça veut dire, parce qu'on est rendu 8 milliards, mais oui, en effet, Luc, je suis d'accord avec toi là-dessus, on est pas tous hâte de 2021, mais pour l'instant, 2020 n'est pas encore terminé, et il y a eu un Grand Prix en fin de semaine, un Grand Prix qui s'annonçait pour être tout un changement. Finalement, Lewis Hamilton l'emporte. Get in there, Lewis, get in there! Et un 7e championnat par contre, donc quand même 5 consécutifs, 5 consécutifs, pas vrai du tout. On est rendu à 3 consécutifs dans son cas, on se rappellera 2016, 4 consécutifs, pardon, dans son cas, 2016. Mais tout de même, je veux dire, malheureusement, oui, c'est encore une fois le fait de la meilleure voiture avec le meilleur pilote qui fait une différence, je suis d'accord, mais
on crée sa propre chance dans la vie et Lewis Hamilton, quand même, d'aller chercher la 7e titre comme ça le place dans la cour des plus grands pilotes de toute l'histoire. Et je pense que Michael Schumacher, s'il était encore. S'il pouvait encore parler, s'il pouvait encore interagir avec son environnement plus que par des signes de tête, je pense qu'il serait fier de voir que Lewis Hamilton a pu égaliser son record. Parle-en pas trop, Eric va avoir de l'urticaire. Je m'en vais avec un mi-figue, mi-raisin, mon cher Luc, et tu me devances. Et tu vas être surpris d'où est-ce que je m'en vais. Mi-figue, mi-raisin sur cette victoire-là. Tout d'abord, je dois donner crédit à Lewis Hamilton. Hey, Hein? vous êtes surpris, là. Hein, vous êtes tout à terre. Il faut que j'ensarque ça sur le calendrier. Attends un peu. 18 novembre, Dra reconnaît Lewis Hamilton. Tu as entendu ça? Écoute, dans les conditions de cette épreuve-là, Lewis a fait le travail qu'il devait faire. Il a ramené cette voiture-là à bon port. Pourquoi je suis mi-figue, mi-raisin? Maudit aileron avant de la Racing Point. Je voulais y revenir plus tard à ça, mais parlons-en maintenant que t'en parles. On parle du Grand Prix, on parle de Lewis, on n'a pas le choix, là. Quelle déception du côté de Lance Stroll, et pas du côté du pilote, mais la mécanique, la voiture qui lui soutire là, ce potentiel de victoire-là et qui ouvre la porte à M. Hamilton. C'est pour ça que je suis mi-figue, mi-raisin. Et justement, de voir que. Je vais donner la parole dans quelques instants, Pierre-Luc. De voir justement que c'est l'aileron avant. Juste un petit problème d'aileron avant qui cause autant de problèmes que ça. Évidemment, nos grands Québécois de service ne sont pas gênés pour aller blaster Monsieur Stroll qui est fils de riche et papa qui a mis dans l'auto. Ouais, c'est papa aussi qui a qualifié la voiture en première ligne une seconde devant tout le monde sauf son coéquipier. C'est aussi papa qui a fait en sorte qu'il a mené la moitié du Grand Prix. Ben ouais. Ah oui, mais ça, explique pas ça au petit peuple québécois, là. Tu sais, je veux dire, ils ont de la misère à mettre un masque. On salue Jacques Villeneuve qui nous écoute à SFTV ce soir. Les Québécois, ça compte! En fait, je voulais juste en revenir un peu à Lewis Hamilton parce que oui, effectivement, comme on le sait tous, il a la meilleure voiture. Hein? Je pense que c'est indéniable. Elle est championne depuis 2014. Maintenant, où ce que je veux en venir en tant que tel, c'est que Lewis Hamilton, cette année, il a su quand même se démarquer, puis on l'a remarqué que c'était le meilleur pilote actuellement qui roule là, en Formule 1. Bon, déjà là, avec les différences de performance avec son coéquipier Valtteri Bottas, qui est quand même pas si mal dans les circonstances, déjà là, en partant, il y a un son de cloche. Puis, oubliez pas, rappelez-vous la qualification en Autriche où il a réussi à soutirer 1 seconde sous la pluie sur son coéquipier en qualification. Juste là, ça vous dit à quel point que c'est un pilote complet et un très bon pilote. La comparaison avec Bottas ce week-end, là, à voir à quel point Valtteri a eu une course, on va le dire poliment, exécrable. Valtteri Bottas, oui, OK, a été punté au premier virage, ça arrive, là, mais le reste de la course n'a pas été celle du Finlandais, mais pas du tout. Donc, chapeau, je pense qu'il faut donner crédit où est-ce que le crédit est dû à certains égards à Lewis Hamilton. Le championnat est là, la victoire de cette épreuve-là est là, et le message que je pense que cette course-là a envoyé à la FIA, regardez qu'est-ce que ça fait quand ces voitures-là n'ont pas tout l'appui aérodynamique du monde. Regardez quand les tracés n'ont pas tant d'appui que ça à leur offrir. Quel spectacle que ça donne. Et de voir, certes, les pilotes, là, on a entendu les pilotes se plaindre, Robin Grosjean, dès le vendredi, manque d'adhérence français, de la piste. c'est normal. Lewis qui est allé mettre son petit grain de sel, même s'il a 6 championnats en poche, maintenant un 7e. Je trouvais ça un petit peu poussé de la part de ça. Mais bon, les pilotes sont dans la voiture à 300 km/h. S'ils ont des concerns concernant la sécurité, je pense que ça vaut la peine de les écouter aussi. Maintenant, le message que ça envoie à la FIA pour les 5 prochaines années, c'est ça serait-tu possible d'en couper un petit peu de l'aérodynamique sur ces voitures-là, de revenir au trim qu'on avait, on se souviendra, là, je pense que c'est 2009 à 2013, qu'il y avait moins d'appui aérodynamique Jusqu'à 2016, sur les en fait. voitures. Oui, on a commencé à en rajouter là, depuis 2017 en réélargissant les voitures, élargissant les ailerons, en se disant on va avoir des temps autour incroyables. Ouais, mais on a un spectacle. Donc, on peut-tu trouver le juste milieu? Le Stock Car a fait un petit peu la même transition. On avait un package de low downforce au début de la Gen 6. On est revenu avec du high downforce et depuis le high downforce, ça fait le travail, mais ça reste que
on a vu des courses un peu plus différentes. Je pense qu'en Formule 1, le message est clair. Avoir le spectacle qui est offert en Formule 2, avoir qu'est-ce qu'on a cette année comme championnat en Formule 1, un championnat gagné à 4 épreuves de la fin de la saison, bouhou. On a du travail à faire et si la FIA ne le réalise pas, on va s'en rendre compte assez rapidement là, que ces petits changements-là, d'ajouter une piste balle courbe au calendrier comme on l'a fait à quelques reprises cette année, ça peut mener là, à des beaux spectacles. Moi, est-ce que vous me permettez de résumer la fin de semaine de Valtteri Bottas? Ben, depuis tantôt, t'as la main levée, donc oui, on te le permet. Là. Il y a de même depuis Pronto. tantôt. Bottas, je répète, pronto. Bottas, Sbinala. Je pense que c'est exactement ce qui s'est dit avec l'ingénieur de piste de Valtteri Bottas. Mais pour revenir à ce qu'Éric disait, c'est un peu plus sérieusement. Effectivement, c'est le fun de l'aéro. Je pense que ces voitures-là, en fait, j'ai hâte de voir vraiment si le concept de réduction d'écoulement d'air va justement favoriser là, les batailles en course parce qu'on. Moi, honnêtement, c'est le genre d'épreuve que j'aimerais savoir à longueur d'année. Une piste qui n'a aucune adhérence en partant, que Pirelli amène le mauvais train de pneus en partant. Ah ben oui, on va amener les gommes les plus dures rendues au mois de novembre. Félicitations, c'est vraiment une très bonne job. C'était très bien pensé. Oui, il y a un slow clap bien mérité. Donc, moi, je pense que Pirelli doit apprendre de ça, qu'il y a certains tracés, là, même au mois de novembre, on doit peut-être y aller avec des gommes de pneus plus tendres. Là. Mais moi, je t'ai toujours dit, des courses sous la pluie, ça en prend toujours plus. Puis il faut que les pilotes arrêtent d'être un petit peu bouche fine aussitôt qu'il y a la moindre pluie ou le moindre crachin qui est versé sur un circuit quelconque. C'est pas les pilotes, selon moi, le problème pour les courses sous la pluie. C'est la FIA qui a vraiment. On parle de syndrome post-traumatique, là. Ben, la mort de Jules Bianchi est un syndrome post-traumatique pour toute la FIA. C'est pas compliqué. Depuis ce temps-là, on sort on sort la voiture de sécurité pour pas grand-chose. Et c'est avec raison à certaines parties. Je veux dire, on veut éviter ce genre d'accident-là qui n'arriverait dans 99,99999% des circonstances. Mais c'est arrivé une fois. C'est une fois de trop, évidemment, pour les circonstances que l'on connaît depuis 1994. On veut pas revoir ce genre d'accident-là, je suis d'accord. Le problème, par contre, c'est que ça fait en sorte que moindrement qu'il y a un peu trop de pluie, ben, on voit plus les belles courses comme on avait dans les années 90, fin des années 90, début 2000, où justement, on permettait aux pilotes d'y aller pas dans la mousson, mais ça peut se rendre pas loin de cela. Je me rappelle Malaisie 2001. Ça a donné toute une course. Oui, Schumacher a fini par faire le quoi de pas si pire, mais ça a été rough le début de course pour lui, là. On s'en rappellera. Oui, les deux Ferrari qui avaient passé tout douette. Et voilà. Quand la pluie est partie, c'est Trulli qui a mené la course pendant un certain temps. Ouais, je m'en rappelle. Ouais, c'était une très bonne course. Donc voilà, ça peut être le genre de choses qui pourrait permettre juste de ramener ça un petit peu. Maintenant, toujours la question de sécurité, c'est normal, mais je suis d'accord avec toi, Luc, il faudrait. C'est peut-être juste explorer ce petit côté-là, c'est peut-être un peu plus intéressant parfois. Là. Et limiter le développement aérodynamique va aller en lien avec ce que la FIA essaie de faire, c'est-à-dire limiter les budgets de dépenses. Ça va être 150 millions de 2021-2022. Dès l'an prochain, en fait. Oui, donc ça déjà là, d'aller couper dans les tunnels avant, les simulations par CFD, de tous les petits bidules d'aérodynamique qu'ils décident de mettre sur les voitures, ça va grandement aider. L'idée de transitionner vers l'aérodynamique de Undertray, le ground effect, l'effet de sol qui revient dans la philosophie de conception des voitures en 2022 avec les roues de 18 pouces, c'est des gros changements d'ingénierie. Il ne faut pas voir ça comme on essaie un petit. Non, c'est un gros changement de philosophie de la conception de la voiture. Et certes, ça va amener des nouveaux joueurs au sommet. Je pense que Mercedes va en avoir pour leurs clients, mais en même temps, ils partent avec la longueur d'avance que ça peut faire 3 ou 4 années là, qui ont pu investir des milliers et des milliers de millions sur la recherche et développement dans ces systèmes-là, chose que des écuries de plus petite envergure n'auront pas pu faire. Mais je vois ça d'un œil positif et j'espère que la FIA poursuive dans cette direction-là de ne pas couper tout à fait aérodynamique. Ça reste de la Formule 1, ça reste de la monoplace, mais de faire en sorte que les voitures ne puissent pas exploiter autant les vortex et autres tactiques là, aérodynamiques pour créer des effets de traînée qui durent 4 à 5 secondes pour la voiture de poursuite, qui évidemment est absolument nocive. D'ailleurs, je lance une petite question rapide comme ça pour terminer ce sujet-là. Tu parlais justement de 2022, avoir en avance quelque chose.
sais pas si vous avez vu la rumeur, messieurs, parce que je crois pas qu'on en ait parlé ici. Adrian Newey chez Aston Martin pour 2022, vous y croyez? Le chèque est assez gros, pourquoi pas? Parce que la rumeur est là. Je vous le dis, là, la rumeur est là, messieurs. Newey, là, pour ceux qui connaîtraient moins, évidemment, est chez Red Bull depuis un bon bout de temps. 2006. C'en est un là, que le départ de Honda n'aura pas nécessairement rendu heureux. Et Adrian Newey, là, on s'entend, là, ça a débuté avec Williams et McLaren dans les années 90. Là. Leighton House, en 89. Ouais, c'est un vétéran là, de l'ingénierie de Formule 1 qui en a sous la cravate. Maintenant, des vétérans d'ingénierie transfert d'équipe. Dans le passé, on se souviendra d'un petit Paddy Lowe qui a passé de Mercedes à Williams. Et Williams, c'est ça. Donc, il faut rester prudent que ça sera un gros transfert. Ça serait littéralement là, de transférer un centre numéro 1 d'une équipe de hockey vers une autre. Les ingénieurs de course, c'est à ce niveau-là. Le pilote, ça reste le corps arrière de l'équipe, ça reste celui qui fait la différence en piste. Mais s'il a une bonne voiture sous les pieds, ça fait le travail. Reste à voir qu'est-ce qu'on va amener comme offre du côté d'Aston Martin, mais je pense que Lawrence Stroll ne s'est pas présenté en Formule 1 pour être un petit passager. Là. Il veut se battre pour le sommet du championnat. Pour dire que partout où ce qui est passé à Adrian Newey, tu as nommé quelques écuries, partout où il a passé, il a connu un certain succès. Même chez Leighton House, quand il est arrivé là, quand ils ont développé le châssis, ils ont quand même eu des résultats. Ils ont réussi à faire des podiums avec un moteur de barouette. Avec une poubelle, littéralement. C'est là qu'il a réussi à se faire connaître. Puis évidemment, avec Williams, avec McLaren, donc, puis après, par la suite avec Red Bull, les 4 championnats. C'est partout où il a passé, il a connu du succès. Donc, imaginez ce qu'il peut être capable d'apporter à une équipe comme Aston Martin. On peut y croire, là. On peut peut-être croire à une écurie qui va se battre avec... peut-être bien, va être capable de se battre avec Mercedes. Peut-être bien. Je me croise les doigts. Et justement, on va faire une petite transition pour terminer vers les résultats. Donc, pour le podium, on parlait d'Aston Martin. Eh bien, Perez qui finit 2e, Vettel 3e. On sait que Vettel va remplacer Perez l'an prochain chez Aston Martin. C'est un peu ironique comme fin de saison ou fin de course quand on considère ça. Là. Je veux juste être sûr. Vettel a fini en avant de Charles Leclerc. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé quand vous avez joué avec le bac de Bogle et que les lettres, vous avez mal placé les lettres? Non, Charles Leclerc, c'est juste pas faire un freinage au bout d'une longue ligne droite. Ah, ça fait penser à un certain Sébastien Vettel qui se rabat sur un coéquipier sur la même ligne droite. Ah, tout à fait. En effet. Ouais, mais là, Oli me ramène des flashbacks de Baku il y a quelques années. Pauvre Leclerc, qui, au bout de la longue ligne droite avant le Castle Corner, il l'avait trouvé dur aussi. La longue ligne droite au bout du château. Ouais, pas super long. Seigneur, je pense qu'on a pas même la même vision Ouais. de la Droite, longueur. là, OK, elle n'est pas si longue que ça, mais il avait quand même manqué son virage et son freinage, OK? OK, oui. Oui, et ça avait fini dans le mur. Donc, voilà dans son cas. Et aussi en disant I'm stupid. Et encore, ça par contre, c'est relativement intéressant du côté de Leclerc. À chaque fois qu'il fait une erreur relativement grave, il est tout de suite à dire c'est de ma faute, je prends la responsabilité à 100%. Par contre, il s'insulte en même temps, c'est peut-être pas la meilleure chose côté mental. Non? Ça, il faut être d'accord là-dessus. Oui, mais il reste qu'il y a jeune pilote, mais je vais avouer personnellement, c'est un excellent pilote, un excellent jeune pilote. Mais il serait peut-être une petite affaire, trop de pression sur lui. Ça, c'est l'expérience qui va parler, Olivier. Voilà. Puis c'est l'expérience qui rentre aussi, là, de le savoir aussi émotif et frustré. Ça démontre sa passion pour son sport et ça démontre que ce gars-là, il n'est pas là pour finir. Pourquoi je veux s'enligner là-dedans? Mais. Karma! Parenthèse. Pour moi, cette année que ce titre-là, salutations Philippe Bouchard. Mais restez avec nous pour la Racing Challenge. Je le plug pour la suite des choses de la soirée, évidemment. Mais du côté de Charles Leclerc, je pense que ses meilleures années sont toujours devant lui. Il ne faut pas voir ça comme si péjoratif que cela, mais certainement qu'au niveau de la radio, la chose que j'ai peut-être moins aimé, c'est que oui, il prenait beaucoup de blâme sur lui-même, mais il faut quand même prendre le temps là, parce qu'il ne faut pas oublier là, que dans les oreilles du pilote, il n'y a pas juste les ingénieurs, là, toute l'équipe entend ça. Donc, le message que ça envoie, c'est oui, je prends le blâme, mais il ne faut pas nécessairement cracher sur tout le travail qui a été fait le reste de la fin de semaine.
pour son équipe. Donc, je pense que de ce côté-là, je suis un petit peu d'accord avec toi, Olivier. Là, il y a un ton à conserver, mais je pense que Leclerc qui se regarde dans le miroir, qui est capable de prendre l'erreur, ça fait changement de certains pilotes qui ont tendance à accuser un petit peu trop les autres de leurs erreurs. Mais il n'y a pas rien que ça. Il y a aussi le fait qu'il aurait pu garder une certaine gêne. C'est sûr que dans le feu de l'action, il a fallu qu'il évacue. Mais ça n'a rien changé au résultat pour l'écurie Ferrari. Ils ont fini 3e et 4e, ce qui devait déjà être le cas s'il ne manquait pas son freinage. Donc, je veux dire, au bout de la ligne, le résultat est le même pour Ferrari. Donc, il n'y a pas trop à s'en faire. Là. Oui, c'est une erreur, je comprends. Mais au bout de la ligne, c'est pas si stupide que ça. Surtout qu'il a rajouté un adjectif cette fois-là, qu'on ne nommera pas en ondes. Mais quand même. Mais il a félicité Vettel par contre. Ça là-dessus, il était très bon joueur. Il a félicité Vettel en disant que c'était un podium qui était plus que dû pour avoir. Et je suis 100% d'accord là-dessus. Vettel qui enfin fait une belle course cette saison. Regarde, on va lui donner sa part du gâteau. Là. Vraiment. Dans une situation où ce qui était à poids égal avec Leclerc, pour une fois cette saison, les deux pilotes étaient presque côte à côte à arriver vers la fin. Donc, chapeau là, pour Vettel. Là. C'est une 3e position qui est. Et on a profité également du fait que Verstappen, tu parlais de Spinala tout à l'heure, Luc. Verstappen, j'en ai compté 3. Ça n'a pas été facile. Il y en a un, par contre, c'était un peu de sa faute, c'est-à-dire que malheureusement, on était peut-être un petit peu trop près du pilote en avant et tout à coup, on n'a plus d'appui, poup, la voiture est partie. Mais ça, c'est savoir gérer. On n'est pas habitué nécessairement du côté du circuit de la Turquie, c'est la première fois qu'on va à Istanbul Park de son côté. Donc, je peux comprendre, mais en même temps, il a un peu cherché malheureusement cet incident-là, là. On va se l'avouer. Est-ce que je suis le seul qui, encore une fois, je regarde la FIA et je me dis, Portimao, Turquie, ça vous tenterait pas un petit peu plus souvent? Moi, je serais partant. Là. Je ne l'ai pas trouvé si désolante que ça, cette piste-là, finalement. Il y a eu de la pluie. Donc, on peut pas vraiment savoir, on peut pas vraiment se fier là-dessus pour savoir si on va avoir un bon spectacle dans les prochaines années. C'est ça le problème. Là. Mais encore, la Turquie n'a jamais vraiment donné de mauvais spectacles. Oui, il y a ça. C'est vrai. Donc, la F1 est partie à l'époque par des raisons économiques. Le promoteur n'avait plus d'argent suite à la crise économique de 2009 là, et ce qui en est suivi. C'est la raison pour laquelle on était parti. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de course excitante. Là. C'est-à-dire, les gens, même si je me souviens bien, c'était un des Tilkodromes qui était le plus apprécié. Donc, Malaisie a subi le même sort, malheureusement, avec la crise économique. Même chose pour les circuits de Corée et d'Inde. De Corée et d'Inde, je m'excuse, Corée, j'avais anglais en tête. Mais c'était justement des tracés de circuit qui étaient quand même très appréciés. Mauvaise semaine pour utiliser les anglicismes, mon cher drapeau. Je Ouais. tiens juste à te lancer de même, là, fait que... La députée Saint-Laurent, par contre, est très contente de toi, Eric. Tu peux continuer comme oui, ça. Attends, donc, on est rendu sur quel sujet, là? On va en parler après l'émission. C'est ça. On est maintenant au deuxième sujet, le sujet du trivia. En fait, Luc, tu nous as préparé donc un petit quiz pour cette deuxième partie de l'émission. Là, on n'a pas de chanson d'intro, alors on s'excuse tout le monde, mais donc... Non, tu fais copier droit d'auteur, tu ne peux pas. Faites comme nous et votez. Non, c'est bon. C'est bon, Luc, vas-y. Ok, donc. Alors, étant donné que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, on va y aller avec un petit quiz. Et là, pour la première fois, je peux animer le quiz. Donc, ça, c'est le fun. Il va y avoir un petit peu plus de rigueur qu'à l'habitude. Alors, étant donné... inquiète pas. Alors, étant donné que ça a été un Grand Prix sous la pluie en Turquie, les questions vont concerner la pluie en Formule 1. Donc, première question qui va être lancée, ça va être une question qui peut avoir plusieurs, qui est à réponse multiple. Non pas à choix multiple, mais bien à réponse multiple. Alors, messieurs, première question, et pour buzzer, je veux que vous criez votre nom en premier. On s'entend? Le principe est attériné par tout le monde? Oui. Mm-hmm. Oui, Dallaire. J'utiliserai Dallaire, puisque Pierre-Luc est un nom composé. Oui, ça va m'aider un peu. Anyway, fait que... Dal, Dra, Oli. Bon, tout le monde est réglé, parfait. Donc, première question. Pouvez-vous me nommer la saison de Formule 1 où est-ce qu'il y a eu le plus de courses sous la pluie? Olivier, je vais m'essayer. Olivier, vas-y. 99. Mauvaise réponse. C'est tellement l'année que j'allais dire. Je drapeau. Oui, vas-y.
98. Mauvaise réponse. Dallaire, t'as le dernier droit de réplique. Par la suite, la question revient ouverte. Je pense à. Je pense à 2000. Effectivement, il y a eu 2000. C'est Aux États-Unis, il a mouillé cette année-là. Donc, Alors- c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Voici les épreuves où est-ce qu'il a mouillé en 2000. Grand Prix d'Europe, Grand Prix du Canada. On se rappellera notamment Ralf Schumacher qui a rentré littéralement dans l'Orgue Villeneuve à l'épingle. Oui. Allemagne, GG. Belgique, États-Unis et la France. Donc, il avait mouillé à Hockenheim et au Nürburgring la même année, en 2000. Et est-ce que quelqu'un peut me nommer l'autre année également? Draw. Oui, vas-y. 2009. Non. Tu te souviens de quelques courses sur la pluie en 2009? Olivier? Ah, Dallaire. Oui. C'est qui les deux? Ouais, quand je les ai en premier, là, je pense. Ok, ouais, 2011? Non. Je Dallaire, vais vas-y. dire 2008. C'est une très bonne réponse. C'est pas Dallaire. Francorchamps, messieurs. C'est Je- pas Francorchamps. Là-dessus, je te dire que le Grand Prix du Canada compte pour 2 Grands Prix, ok? En 2011. Ok. OK. Donc, effectivement, Dallaire a raison. Il y a eu 6 Grands Prix qui sont déroulés sous la pluie. Il y a eu le Grand Prix du Japon, Ah Il y a oui, eu oui, oui. Grand Prix de Monaco, Oui. la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie et bien sûr, en 2008, qui ne se souvient pas de Timo Glock et Lewis Hamilton, Oh oui. le Brésil. Désolé, Glock! Philippe Massa. Mais Dans le Glock! ça, oui. Puis ça m'a fait penser justement parce qu'en 2008, c'est là que Felipe Massa a spiné 16 fois en Grande-Bretagne. C'était vraiment drôle. Il Et pognait un 2008, virage c'est puis il la spinait. seule victoire de Robert Kubica en Formule 1 au Grand Prix de Montréal l'année suivant son gros accident. Oui. Hey, je me trompe pas des années. Good Exactement. job. Donc, Félicitations. le pointage, c'est 0.5 drap, 0.5 Dallaire. Parce qu'on divise le point en deux. Attends, Luc, là, c'est moi qui vais aller encercler la date. 18 novembre 2020, on mène un quiz devant Olivier Turcotte. C'est pas moi qui ai eu les deux réponses. Non, Drapeau a eu la réponse de 2000. T'as dit Non, c'est moi qui ai dit 2000. Ah non, c'est Dallaire qui a dit 2000. Ah, ben, Ouais. Donnez-moi tout ce qui me revient. Non, juste la moitié, c'est le drap qui ramasse le reste du crédit sans avoir rien fait. tel les mouettes sur le bord de la plage, il veut ramasser tous les points qui traînent. Alors, 1 point pour Dallaire, 0 pour Drapeau et Turcotte. Deuxième question. Est-ce que vous pouvez nommer les 4 années consécutives, ce qui est un record en F1, où est-ce qu'il y a eu un drapeau rouge en raison de la pluie? Draw. 97 à 2000. Mauvaise réponse. Oh, mon Dieu. Je vous laisse encore combien de temps? 5 secondes de droit de réponse. Olivier? Oui. 2011-2014? Non. Dallaire. Je vais être bien franc, je sais pas. Donc, la question revient sur la table. Vous avez 10 secondes à partir de maintenant. Je peux vous donner une idée, c'est arrivé dans les 40 dernières années. Aïe, reste 2 secondes. Oui, je pensais qu'Olivier allait se risquer. Draw. Et- Je Oui, vais Draw, vas-y. reprendre l'idée que j'avais tantôt parce que j'ai le feeling que j'étais pas loin. 96-99. Non. Non, Alors, la réponse est 2009 à 2012. Et ok, c'est parce que j'étais si proche que ça, là. C'est ça. Ah! Alors, voici les Grands Prix où est-ce qu'il y a eu où est-ce qu'il y a eu un drapeau rouge en raison de la pluie. Grand Prix de la Malaisie en 2009. Grand Prix de la Corée du Sud en 2010. Grand Prix du Canada en 2011. Et encore une fois, et oui, Grand Prix de la Malaisie en 2012. Canada 2011. Jenson, Ah, Button, oui. un tour de retard qui fait. Wow. Wow, je crois. Donc, après. 6 arrêts au stand, juste comme ça aussi. Oui, Bien exactement. important. Donc, après 2 questions, c'est 1-0, toujours et 0 pour Dallaire. 0 pour Dallaire. Je me souviens, je me Je souviens viens de de 80 discréditer mes points.
je me souviens que de non, 96 à 2000, c'est pas Francorchamps avait été l'hécatombe 2 fois. Là. Ça, Ouais, ben j'avais là, nommé cette tant épreuve-là. qu'à être, ben, là, ça va être une question de rapidité. Nommez-moi l'année où est-ce qu'il y a eu l'hécatombe au Grand Prix de Belgique. Olivier, 98. Wow. Ça devrait être un quart de point. Là. Non. Ça va être un demi-point aussi parce que c'est une question bonus. Nommez la position à laquelle Villeneuve était avant qu'il drop le drapeau rouge. Olivier, deuxième. Deuxième. Olivier, c'est plate, mais des questions à toi-même, ça marche pas. Ah, zut! Puis où est-ce qu'il était des Menil après le deuxième départ? Dans le mur. Premier. Non. Ah, ça va le premier départ, je m'excuse. Ouais, c'est ça. Troisième question. Nommez-moi avec précision la durée du Grand Prix du Canada en 2011. En heure ou en nombre de tours? En heure, et vous avez 10 secondes. Dans l'air. Olivier. Oh, dans l'air, vas-y. Dans l'air, Je vas-y. vais dire 1h58 minutes. Parce que c'est 120 Mauvaise minutes. réponse. Je vais y aller. J'avais vu que j'avais mon côté. Est-ce que c'était avec le drapeau rouge ou sans le drapeau rouge, je voulais savoir? Avec tout est inclus. 3h44 minutes? Non. Je sais que je suis très Ah. proche, mais je m'en souviens pas c'est combien. Ah, ok, tout est inclus. Ouais, je suis dans ces eaux-là, moi aussi. Là, je vais juste essayer de prendre un chiffre qui a du bon sens. 3h34. Non. Je vous redonne une dernière chance, tout le monde. Je vais dire 4h01 minute. Non. On aurait dû faire comme The Price is Right. Faut être le plus proche du montant sans dépasser. OK, c'est ça. Là, vous êtes le plus proche. Allez-y. Ben là, go. il reste Ali et moi qui a un deuxième ça. guess. Hein? Je vais prendre le même en fait, parce que si on joue au plus proche, on va prendre le même. T'avais C'est-à-dire 3h44. 3h44. Je sais que je l'ai pas là, mais je vais pas buster. $1. What the? Non, je vais garder ma réponse aussi. Je vais jouer sur mon instinct. OK, bon, ben, dans a raison, c'est 4h, 4 minutes et 39 secondes. Oh! Je pensais pas qu'on allait dépasser le 4 heures. C'est pour ça que je voulais savoir si on comptait le drapeau rouge. Ouais, non, on comptait le drapeau rouge. On ça, compte le drapeau rouge. Je pensais que c'était dans le temps imparti, dans le 2 heures qu'on donnait. Ça a pris combien de temps? Mais dans ce temps-là, je ne sais pas s'il y avait la règle du 120 minutes. Je pense que Non, oui. c'est en raison de Montréal, justement, par ailleurs, qu'il y a eu l'instauration de la fameuse règle de 2 heures. Et voilà. Merci pour la précision. En fait, la règle de 2 heures existait déjà. C'est la règle du. Je pense que c'est du 4h30, si je me trompe pas. Maximum qu'un Grand Prix doit durer à partir du départ jusqu'au drapeau à Non, à partir de maintenant, même si une course, c'est 2 heures en raison des droits de télédiffusion qui sont instaurés. Donc, si l'épreuve ne peut être complétée sous 2 heures, on complète seulement le nombre maximum de tours qu'on peut faire en 2 heures. Parce que la règle du 2 heures existait déjà existait depuis bien des années pour la Oui. durée totale, mais ça incluait pas le drapeau rouge à l'époque. Exactement. l'extinction. À cause de Bernie Nicholson qui trouvait ça trop piqué avec les droits de télédiffusion, ben, on a décidé d'inclure le 2 heures pour incluant la durée du drapeau rouge. Quatrième et avant-dernière question. Quel est le Grand Prix où est-ce qu'on a vu la moitié des points comptés en raison de la pluie? Ben, il y en a eu plusieurs, ça dépend lequel tu parles. Non? Le plus récent. Ah, le plus récent, ok. Dallaire? Oui. Oh mon Dieu, c'est en 2009! Oui, monsieur. Tu es capable de me donner le gagnant en plus? Oh! Je vais dire Espagne! Non, désolé. T'as un demi-point. Olivier. Bravo. Turcotte? Oui. Malaisie. Et justement, Dallaire, t'aurais dû Oh! Pourquoi j'ai pas pensé à ça? 2009. Drapeau rouge, Malaisie. Oh, j'ai pas fait le lien. Et pourquoi la course n'avait pas été reprise? Par la noirceur, je me souviens bien. Et voilà, exactement. Félicitations pour le petit détail. Donc, après 4 questions, c'est 2,5 points pour Dallaire et 1 point pour Olivier Turcotte. Dernière question. Ça va compléter le bloc de questionnement. Messieurs, c'est une question qui vaut 2 points. Donc, si vous avez une... Laissez-moi terminer.
Il y a quelques classiques le gars des vues, cet enfant-là. là. Laissez-moi terminer. J'ai déjà la Si- réponse. Si vous avez l'une ou l'autre des bonnes parties de la réponse, vous avez un point. Est-ce que vous êtes capable de me dire le nombre de dépassements qu'il y a eu, le plus grand nombre de dépassements qu'il y a eu sur une course mouillée, et c'était en quelle année, sur quel circuit? Olivier, Parlez pas tous en même temps. Oui, vas-y, Ali. par rapport à tes questions, non, oui et oui. D'accord. Je- Messieurs. Je vais dire 2016. OK. Je dirais 2016, Brésil. Et un guess, mettons, à 10 près de plus grand nombre de dépassements? Parce que, tu sais, Verstappen en a 15 à lui seul. Fait que je vais dire peut-être je dirais 40 dépassements. Malheureusement, Dallaire, t'es dans le champ. Non. Dra. Oui, vas-y. Dra, il va dire 140 dépassements. Et le Brésil, ça me dit quoi? Parce qu'il mouille tout le temps au maudit Brésil. Est-ce que tu peux dire une année également? Là, t'avais dit quoi, 2012? Sans ça. Mais Mais si- ça vient pas d'en donner des années. C'est d'investis hybride. C'est d'investis Mais hybride. si- Fait que je vais prendre un mais guess, si- je vais dire 2017. Dra, t'as juste un point parce que t'as changé ta réponse. Hein? C'est le plus grand nombre de dépassements qu'il y a eu lors d'une course, c'est 144 lors d'une épreuve qui a été décrétée sous la pluie. Et le Grand Prix, c'est 2012 au Brésil. Ok, j'étais dans le champ. Ok, mais Dallaire avait l'année. Dallaire avait la piste, puis l'année, moi j'ai le Oui, nombre de mais dépassements. moi, je demandais le circuit. Je demandais le Grand Prix. Moi, j'ai il dit avait- Brésil. C'est Dallaire qui l'a dans ça. Ouais. Mais Mais ouais. j'aurais pensé que c'était 2016 à cause justement de juste Verstappen qui a comme probablement le 10e des dépassements de la course à lui seul. La Non, mais grosse 40 remontée qu'il a dépassements dû dans faire. une course, c'est pas beaucoup. Le Grand Mais Prix non, qui- j'ai pas pensé que ma tête là-dessus, je pense bien. Alors, le Grand Prix qui a eu le plus grand nombre de dépassements sous la pluie, c'est le Brésil en 2012 avec 144. Et oui, Dallaire en Chine en 2016, c'est là où est-ce qu'il y a eu le plus de dépassements dans l'histoire de la F1 avec 161. Donc, pour une autre fois, Olivier Turcotte perd son titre prétendu de homme connaissant tout. Et c'est Pierre-Luc Dallaire qui remporte le quiz cette semaine. Alors, une bonne main d'applaudissements pour Pierre-Luc Dallaire. Merci. Merci. Alors, tu pourras récolter ton prix à l'entrée. La secrétaire te fera un plaisir de donner ton Je magnifique pensais que chèque c'était de au bas des chronomètres, il fallait 54. qu'il récupère son prix. Ah, aussi. Non, faut pas qu'être trop proche de la secrétaire, selon ce que j'ai pu comprendre. Il y aurait trop de compromis à faire, malheureusement, si ça arrivait. Donc, voilà, on va maintenant aller du côté de notre dernier segment de la soirée, donc Sim Racing. Justement, on va faire changer un petit peu, on va faire le contraire de ce qui est marqué donc, sur l'infographie. Donc, justement, pour empêcher Pierre-Luc d'aller du côté, d'aller voir la secrétaire, on va commencer par vous autres, messieurs, et la série NASCAR Cup, Autonome Chaussée à Vallée-Jonction. Bon, ben écoutez, jeté sous l'éclairage ainsi, on va passer aux choses sérieuses, puisque la série NASCAR Cup Auto-Vallée-Jonction passait aux choses sérieuses. C'était la première course des séries éliminatoires qui se déroulait du côté du tracé du Las Vegas Motor Speedway pour 90 tours au tableau. Les 30 premiers tours de l'épreuve ont été traditionnels, de la belle course, très serrée. On avait vu là, des très belles batailles au sommet du classement entre les 5 ou 6 pilotes de tête et on commençait à dessiner là, qui allait être les prétendants pour cette course. Jusqu'à ce que, et là je laisse Pierre-Luc expliquer les choses, tout chamboule à la fin du premier segment. Voici ce qui s'est passé. On a décidé, je pense que c'était à 2 tours de la fin, on a eu un drapeau jaune. Et les pilotes, évidemment, dès que la ligne des puits est ouverte, les pilotes qui sont sur le tour du meneur ont la chance de rentrer au stand ou de rester en piste. Ce qui s'est passé, c'est que les pilotes qui étaient devant ont décidé de rester sur la piste pour terminer l'étape, puis pour aller chercher les points, évidemment, leur permettant d'accentuer d'aller chercher des points pour les playoffs, pour les séries. Cependant,
Ce qui s'est passé, c'est qu'en restant sur la piste, là, les pilotes se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas faire le départ. Là. On ne pourra pas rouler sur le verre par la suite. Ils ont décidé, dans le tour suivant, de rentrer au stand. Cependant, en NASCAR, de la façon qu'on procède, le premier tour où la ligne des stands est ouverte, c'est les pilotes sur le tour du meneur qui peuvent rentrer au stand. Par la suite, le tour suivant, c'est les retardataires. Donc, les pilotes qui sont un tour en retard et plus peuvent rentrer au stand. Retardataires ou les pilotes qui se sont déjà arrêtés. Oui. Donc, ils peuvent revenir dans la ligne des puits au tour suivant. Exactement. Et l'autre aspect qu'il faut être certain de mentionner, c'est que du côté de la série NASCAR Cup, Autonome Chaudière Vallée Jonction, le règlement est clair. Les points de segment sont attribués à la fin du 35e tour, peu importe. Exactement. C'est pas là, au moment où la neutralisation tombe, où est-ce qu'on gèle le classement, comme c'est fait en NASCAR. Vraiment, la règle du côté de l'MP est claire. Il faut que les pilotes franchissent le fil d'arrivée au début du 36e tour, fin du 35e. Et c'est cet ordre-là qui est utilisé pour les points du top 10. Donc, les pilotes en piste n'ont pas voulu s'arrêter et prendre le risque là, de franchir la ligne de départ arrivée sur la ligne des puits, laissant les pilotes qui auraient stay out, on va dire en anglais, prendre ces points bonnies-là. Donc, un pari qui aura été extrêmement coûteux, puisque tous les pilotes, et là je retourne à Pierre-Luc, qui ont décidé de s'arrêter avec To The Green, donc avec 2 tours avant la relance, ont été pénalisés d'un drapeau noir. Exactement. Soit que les pilotes n'étaient pas au courant, soit qu'on a décidé de prendre le risque. Dans le cas de, je crois que c'était Fred Moreau qui était en tête, si je ne me trompe pas à ce moment-ci. Évidemment, lui, on a préféré aller chercher les 10 points, si je ne me trompe pas, qui lui a été décerné. Et, évidemment, le tour suivant, on rentre au stand, on sort des puits, drapeau noir pour ces pilotes-là qui ne pouvaient pas s'arrêter. Donc, ce qui s'est passé, on a eu beaucoup de confusion à notre antenne pendant cette course, puisque là, on se demandait qu'est-ce qui se passait. On a vu tous les pilotes qui sont rentrés pendant que les puits étaient fermés pour eux, au stand, dès que le verre a été donné. Donc, là j'ai eu j'ai comme eu la puce à l'oreille un peu. Là, j'ai cru comprendre que c'était ça, parce que autant de pilotes qui ont été pénalisés en même temps, c'est sûrement pas parce qu'on a dépassé sur un drapeau jaune ou qu'un pilote a décidé de rentrer au stand de façon très lente et que sur la ligne départ arrivée, on l'a dépassé puis on a été puni malencontreusement. Donc, ces pilotes-là ont décidé de prendre le risque d'aller chercher des points au détriment de la course. Et Eric, on va revenir à toi parce que ça a donné toute une course finalement au bout de la ligne. Oui, définitivement que ce fut là, un chamboulement total. Ça a laissé, je crois, 7 ou 8 pilotes sur le tour des meneurs et une grande majorité de ténors qui ont été coincés à 1 ou 2 tours de retard. Définitivement une épreuve là, qui aura été marquée et qui aura permis de voir là, des visages, je ne vais pas dire méconnus, mais des visages qu'on a vus moins souvent là, à l'avant se battre pour des positions ultimes. Et c'est finalement Jean-Raphaël Morin qui, lui, s'était arrêté à la neutralisation précédente pour ravitailler, avait décidé de sacrifier les points de segment et ça lui a valu une victoire à cette épreuve, malgré le fait qu'on a eu droit à toute une fin de course sur les vapeurs d'essence là, pour les pilotes qui ont tenté de rejoindre la ligne d'arrivée. C'était le cas de Jean-François Pilote, de Jérémy Marquis, qui ont tenté le grand coup, qui n'ont malheureusement pas eu assez d'essence pour se faire. Au deuxième rang, ça a été Sébastien Charon-Daniel dans la voiture numéro 900. Il aura mené 10 tours dans cette épreuve, termine au deuxième rang. Et Daniel Ali, lui aussi, aura mené 12 tours, termine au troisième rang. Ce qui fait en sorte qu'on a eu un top 3 très varié. Évidemment, Jean-Raphaël Morin qui va bénéficier là, d'une très belle position au classement en vue des séries éliminatoires. Il reste une course à la première ronde au Chicagoland Speedway vendredi prochain. Et le plus près poursuivant là, derrière lui, c'est Frédéric Ladouceur au quatrième rang et Mathieu Vachon qui va avoir terminé le top 5 de cette épreuve. Lorsqu'on regarde évidemment les points au classement, en vertu aussi là, des points bonus qui auront été attribués, ça vient un petit peu changer l'allure des choses puisqu'il n'y a que 10 pilotes qui vont se classer au général là, ensuite pour le deuxième tour. Et on voit que déjà, il y aura des pilotes qui auront du travail à faire. Maxime Gagné et Alex Guillon, ainsi qu'Alex Pellerin, qui ont été impliqués dans des incidents, se retrouvent déjà à près d'une trentaine, même une quarantaine de points. 10e rang. Donc, pour eux, là, ça va tout prendre lors de l'épreuve de la semaine prochaine pour tenter de se qualifier pour la ronde suivante. Jerry Bergeron, lui aussi impliqué dans un incident, se retrouve à une vingtaine de points de la porte de sortie.
Et le pilote qui aura du travail à faire, c'est Michael Lortie en ce moment, qui est à 15 points du 10e rang, qui est tenu par Jean-François Pilote, qui aura réussi une belle remontée. Du côté de Fred Moreau, on maintient le premier rang au classement en vertu évidemment des points de segment et des 13 points bonus qu'il avait en vue des séries éliminatoires. Donc, ça vient un petit peu titiller là, les pilotes qui étaient prévus là, pour se classer au top 5, qui finalement auront fait le nécessaire là, pour ramener une voiture à la maison, on va dire dans les mesures, dans les circonstances, avec le meilleur résultat possible à obtenir. Et c'est la deuxième fois cette saison que ça se produit, que le segment vient chambouler les choses. Ça s'était produit il y a 2 semaines de cela du côté de l'Iowa, donc la 9e épreuve de la saison. Et on se retrouve la semaine prochaine du côté de Chicago sur un tracé de 1,5 000, donc un tracé très similaire. Chicago qui a quelques petites différences, là, la ligne arrière qui est incurvée en forme de D, donc la lettre D, ce qui va un peu changer l'allure des choses. Ça devrait être intéressant à voir. Un tracé qui, je vais le dire, aura été dans mes bonnes grâces et aura été un tracé que j'ai bien aimé courser dessus dans les quelques dernières années. Restera à voir là, de ce côté qu'est-ce qu'on aura sous la dent pour la suite des choses. J'ai été vérifier rapidement là, puisque je n'avais pas le classement exact là, sous mes yeux, malheureusement. Donc, c'est bel et bien Moreau qui maintient le premier rang, 5 points devant Jean-Raphaël Morin. Et c'est Nicolas Rompré qui a le 10e rang. Donc, mes excuses du côté de pilote, on est au 5e rang. On n'est pas dans le trouble. C'est plutôt Jerry Bergeron qui est 7 points derrière au 11e rang. Et là, les pilotes que j'avais mentionnés, Guillaume, Murphy, Gagné et Pellerin sont les 4 pilotes les plus éloignés, mais ils ne sont pas aussi loin là, que ce que j'avais pu dire précédemment. Pellerin qui n'est qu'à 21 points du 10e rang et on est à 14 points du côté de Maxime Gagné. Donc, la marge est encore grande. 21 points en une course, c'est beaucoup, sachant qu'il faut se battre contre des pilotes du top 10. Mais il y a encore des possibilités pour ces pilotes et ce sera vendredi dès 20h50 sur les ondes de CFTV qu'on pourra suivre cette 12e épreuve de la saison du côté du Chicagoland Speedway, le Chicagoland 127, qui va clore la première ronde des séries éliminatoires. Oui, donc à ne pas manquer pour nos amateurs de Val qui nous regardent présentement, ils nous écoutent en fait présentement. Donc ce vendredi, comme Eric le disait, sur le coup de 20h50, pardon, sur les ondes de SFTV, votre référence Sim Racing au Québec. Nous, de notre côté, Luc, la semaine dernière, eh bien, nous étions du côté de la série EGT4 Sprint Challenge. Hungaroring, on s'attendait, je dirais, on s'attendait à une épreuve classique un peu. Ça n'avait pas beaucoup de dépassements, que ce soit plus difficile un petit peu. On a eu en partie ça, certes, mais on a eu bien des luttes tout de même. Là, on s'appellerait la lutte pour la 8e position. Il y en a un finalement que ça fait extrêmement mal. C'est sûr qu'il allait avoir il était 4 à se battre. Il y a quelqu'un qui fallait qu'il finisse 11e, malheureusement. C'est arrivé dans le tout dernier. Je pense au dernier virage en plus, c'était décidé. Épreuve de fou de ce côté-là. Et pour la 2e position également. Mais pour la première position, on peut inclure également Boivin. Il n'a pas eu facile non plus. Non, Jonathan Boivin qui a encore une fois remporté l'épreuve, cette fois-ci disputée à Budapest, à Hungaroring. Il a devancé Sylvain Ferrat et Pierre-Olivier Cloutier qui, à notre grande surprise, ont resté collés tout au long de la course à Jonathan Boivin. Sylvain Ferrat, par ailleurs, a terminé 2e à moins de 4 secondes, à moins de 3 secondes, pardon. Et il avait 20 kilos supplémentaires sur la voiture. Rappelons que les pilotes qui avaient terminé en 3e position lors de la course de Brands Hatch avaient du poids supplémentaire sur leur voiture. C'est comme ça depuis le début de la saison pour toutes les épreuves qui sont de 60 minutes. Donc, Boivin avait 10 kg, Ferrat avait 30 kg et Ludovic Daou, lui, avec 50 kg supplémentaires puisqu'il avait remporté l'épreuve à Brands Hatch et 2 semaines au préalable. A terminé au 5e rang. Guillaume Madar s'est faufilé là, au pied du podium. Pierre-Olivier Cloutier qui s'est repris là, après malheureusement sa contre-performance en Grande-Bretagne. Donc, Cloutier qui complète le podium. Et l'incident dont Olivier parle, c'est essentiellement entre Thomas Lavoie et David Bélanger. Thomas Lavoie là, qui était à l'intérieur du top 8 et qui tentait de préserver là, ses positions après un dépassement de Tommy Landry. Malheureusement, il y a eu contact avec David Bélanger. Les deux sont partis en tête à queue, en perdition plutôt. Donc, Thomas Lavoie qui termine à l'intérieur du top 10 et c'est David Bélanger, malheureusement, qui ne récolte pas de points au niveau du classement général et des pros. Tommy Landry termine donc 7e. Gabriel Lafrenière a été à mesure de terminer derrière son partenaire de manufacturier
lui qui conduit une Camaro en terminant au 8e rang, Gabriel Lafrenière. Jean-François Bilodeau est le pilote qui termine au 9e échelon. Dans la classe argent, ça a été beaucoup plus serré, Olivier. On se rappellera qu'Alan Leon était vraiment parti en fin d'épreuve pour remporter cette course. Et que s'est-il passé avec 400 mètres à compléter? Dans la ligne des puits, on a vu la voiture s'arrêter dans la ligne des puits. Panne d'essence. On Panne allait d'essence avec- enfin remporter une épreuve du côté d'Alain Léon. On l'avait travaillé, celle-là, vraiment. On le voyait aller, là, ça allait bien. Et fallait que, encore une fois, la gang s'acharne sur lui. Oh là là. Exactement. Je sens. Panne d'essence, et malheureusement, dans son cas, c'est une autre course parce qu'on aurait été en mesure de compléter avec un beau résultat qui tombe à l'eau. Alan Leon qui termine au 20e rang, au 9e rang au 8e rang pardon, dans la classe argent. C'est Danick Vallée avec qui avait été en mesure de dépasser. Malheureusement, pour Alan Leon, que Danick Vallée termine au premier rang dans la classe argent. Il y a eu une belle lutte très serrée là, entre Roger Beauregard, Francis Balland, Julien Hébert et David Soucy au cours de l'épreuve. Donc, ces pilotes-là se sont livrés une belle bataille pour déterminer qui allait terminer sur les sur les 3 marches du podium. Finalement, c'est Bellan, Beauregard et Vallée qui ont terminé 3, 2 et 1. El Presidente qui termine au 15e rang au total, au 4e rang dans la classe argent. Et Mathieu Bellavance qui continue encore une fois ses excellentes performances depuis le début de la saison. A complété l'épreuve au 17e échelon général. Première à la classe amateur, Brian Deschaines et Patrick Barrette complètent le top 3 dans cette classe-ci. Et si on regarde au classement, en termes du classement général, Sylvain Ferrat a maintenant 45 points de retard sur Jonathan Boivin. Ludovic Daou, lui, en a 48. Alors, si Boivin termine en avant de ces deux-là à Laguna Seca, il sera assuré de remporter le championnat pour une deuxième saison consécutive dans le EGT Challenge, diffusé sur les ondes web de SFTV. En classe argent, c'est toujours très serré parce qu'avec la victoire de Danick Vallée, il saute vraiment dans ce peloton de tête là, dans le top 10 qui est extrêmement serré. Jean-François Naud, Danick Vallée, Alexis Germain, Francis Belland, Roger Beauregard et Julien Hébert ont respectivement entre 59 et 45 points. Et même, je dirais que Cal Baillargeon, l'écart entre la troisième position qui est détenue présentement au classement par Cal Baillargeon et Julien Hébert est de 19 points pour cette position de classement. C'est vraiment pas beaucoup comme écart entre les positions. Jean-Louis Deschênes, lui, a 10 points d'avance sur Pierre-Olivier Girard et 21 points sur Carl Baillargeon. Et dans la classe amateur, si Mathieu Bellavance termine devant Patrick Barrette à Laguna Seca, lui aussi également remportera le champion dans la classe amateur. Donc vraiment, là, il y a une bataille à finir dans la classe argent entre une dizaine de pilotes pour déterminer qui va remporter les honneurs dans cette classe argent. Oui, et la prochaine épreuve, tu l'as mentionné, c'était Laguna Seca, donc c'était surveillé évidemment là, vendredi prochain, pardon, toujours sur les coups là, de 20h20 sur les ondes de SFTV pour Le cette 27 ronde. novembre, exact. Oui, et entre-temps, eh bien, vendredi qui s'en vient, le 20 novembre, eh bien, nous serons du côté de la série GT Championnat GT Québec, oui, Exactement. où justement, cette série ira Je pense que c'est Laguna Seca si j'y vais par cœur. Hein. Je pense qu'aussi, on va faire 2 semaines consécutives à Laguna Seca. C'est ce que je crois. Je vais confirmer immédiatement. Du côté de l'horaire. Oui, c'est à Laguna Seca, mon cher. Vendredi qui s'en vient. Ça sera des courses en GT4. Encore une fois, donc, ce sera 2 épreuves de 30 minutes, soit 2 courses de 20 tours chacune. Le tout va débuter à compter de 19h55 sur les ondes de SFTV. Et voilà, donc les rendez-vous sont lancés pour nos rendez-vous de vendredi. Ceux qui veulent voir de la course, mais dans quelques instants, c'est la 8e ronde de la saison du iRacing Challenge qui sera en direct de Brands Hatch en Grande-Bretagne. Donc évidemment, si vous avez apprécié ce que vous avez vu ce soir, si vous avez écouté également, n'hésitez pas à partager, à aimer la page SFTV. On est plus de 500 personnes qui font partie de la grande communauté SFTV maintenant et qui apprécient ce qu'on amène semaine après semaine. Donc vraiment, on vous remercie encore une fois. Et on remercie évidemment ceux là, qui nous ont regardé ce soir. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de cette balado SFTV. À la prochaine tout le monde.